Donc, pas de selfie. Là, je suis sur le PDF qui est gratuitement accessible du guide du joueur. Donc, qui est mis en ligne par les 12 singes. Donc, ce titre-là, de 48 pages, il est gratuit en PDF. Moi, je trouve ça très bien, donc bravo, merci les 12 singes. Les 12 singes, vous allez voir, ils font beaucoup d'efforts et je trouve ça très bien par rapport au numérique, à l'accessibilité au numérique. Voilà, et j'en profite pour les remercier également pour les lots qu'ils ont offerts à la Cybercon, donc c'est moi qui m'en suis occupé. Vraiment impeccable. Il y a les gens qui commencent à les recevoir, donc si jamais ils tombent sur cette vidéo, je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour les cadeaux de la Cyberconv, vu que les gens commencent à les recevoir et qu'ils sont contents. Voilà. Pas de selfie là. Dite du joueur. Pacifica est une campagne de jeu de rôle qui a été écrite par Claude Guéant. Donc voilà, il y a pas mal de monde qui ont travaillé dessus, Jérôme Bartas notamment. Donc tout ça, ce sont des singes. Hein. Donc leur numéro de singe, on ne les connaît pas exactement, mais ils font partie des 12 singes. Voilà. Ils se font pas mal en cette vidéo. Ouais, j'espère que la vidéo a les bords arrondis, histoire qu'ils ne se fassent pas mal. Avec une relecture de Frédéric Meurin d'ailleurs. Au passage. Pas mal de monde qui ont bossé dessus, qui ont bossé sur ce jeu en tout cas. Alors, oh, regardez, incroyable. Incroyable, regardez. Oh, PDF indexé. PDF indexé, plutôt. Incroyable, super, bravo. Bon, par contre, ça me fait sauter mon zoom, mais le PDF est indexé. Ok. Préambule introduction, bienvenue à Brenhaven, sous le joug des elfes. Ah, l'anniversaire. Il y a des elfes, bien vu. Les lieux, etc. Les décors, conseil aux joueurs, pas mal ça, et les personnages prêts à jouer. Ok, on va aller voir ça. Ah, il y a un... Oh, il y a un sommaire juste pour les plans et tableaux. C'est pas mal ça comme idée. Il y a le sommaire général, et juste en dessous, le sommaire des plans et tableaux. Et le PDF, du coup, il est interactif. D'accord. À tout à l'heure, Fred. À tout à l'heure, monsieur Manitou. T'as passé l'info sur l'histoire des 12 singes? L'info qu'on faisait un stream ou l'info qu'on aime bien s'y faisait? Non, c'est gentil. Merci, Manitou, à tout à l'heure. Soigne-toi bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci d'être passé en tout cas. Ok, eh ben on va commencer. Cette découverte. Eh, vous êtes sûr que la musique elle est pas forte? Moi elle est trop forte dans mes oreilles. Faut que je la baisse un peu. Voilà. Je la baisse un petit peu encore. Au pire, je la remonterai juste pour vous. Bonjour, Tiliane. Passe Vobiscum. Ben, je te répondrai que Tempora Mori, Tempora Mundis Recorda. Voilà. Bienvenue dans Pax Elfica. Évidemment, Pax Elfica, ça fait référence à la Pax Romana, vous savez, la paix romaine. Bienvenue dans Pax Elfica, une campagne médiévale fantastique qui propose aux joueurs d'incarner des résistants dans une ville occupée. Ok, merci à Tibi pour le retour, et merci Madi pour le retour. Le guide du joueur est destiné à être lu par tous les joueurs avant la première séance pour leur permettre de découvrir le contexte dans lequel leur personnage évoluera. PDF gratuit, téléchargeable sur les12singes.com. Hop. Vous voyez que le PDF est interactif, ça ouvre la page des 12 singes. Je vais vous mettre le lien, évidemment. Ce quitte alors, voilà, quitte à lire leur travail, autant leur faire un petit peu de pub. Voilà. Il constitue également une introduction pour le meneur de jeu qui est invité à le lire avant d'aborder les parties qui lui sont réservées. Bah voilà, c'est parfait. Vu que je compte mener, c'est parfait. Le nombre d'informations présentées peut paraître intimidant. Il ne s'agit pas d'une lecture obligatoire, mais d'une opportunité pour les joueurs qui ont envie de préparer leur immersion dans le jeu. Donc, ce qu'on fait, on va se lire un petit peu ces 5, 6, il y en a beaucoup en fait. Un petit paragraphe d'introduction, on fait un petit débriefing, du coup, à ce propos. Donc, pas de selfie-cas, je vous le rappelle, c'est une campagne de jeu de rôle qui est compatible avec la 5e édition, Donjons et Dragons, Héros et Dragons, enfin, Feu, Héros et Dragons, presse F, et Roll & Play, du coup, la nouvelle monture de chez BBE, et également compatible avec le système maison des 12 singes, dont j'ai toujours pas retrouvé le nom, il faudra que je le retrouve bientôt, peut-être qu'ils en parleront un peu plus loin. Ils ont un système à eux, je sais plus si c'est... Je crois que c'est au D6, il me semble, leur système. Mais voilà. Perso, je compte le jouer en 5e édition. Sûrement avec Dragon. Cette campagne-là. C'est une campagne héroïque fantastique. Compatible avec la 5e. Clé en main. Clé en main, merci beaucoup, merci. Ah, vous l'avez dit tout à l'heure, en plus, je crois, clé en main. Je l'ai vu passer, je comprenais plus le rapport, c'est ça. Merci beaucoup, c'est clé en main, c'est le système clé en main, vous êtes trop fort. Merci Chichi, merci Orion, merci énormément pour m'avoir rectifié, merci beaucoup. Donc voilà.
Et on va dire un petit peu de quoi ça parle. Résistance. Donc thème numéro 1, c'est le thème de la résistance. Une ville étouffée par l'occupation elfique, le bruit des bottes et des patrouilles de soldats, des arrestations abusives, des enlèvements d'enfants, ah oui, des collaborateurs qui s'enrichissent, des dénonciations calomnieuses, un héros masqué qui ose se dresser face à l'ennemi. Voici le contexte de Pax Elfica. Au menu, enquête, diplomatie, gestion, exploration, intrusion, escarmouche, combat de masse, dans un monde en nuances de gris. Oui, parce que c'est vrai que, à la première lecture, bon, vous voyez évidemment la référence, hein, collaboration, arrestation abusive, enlèvement, occupation, on connaît. Mais le fait qu'il précise que ce soit nuance de gris, c'est intéressant. Ça veut déjà dire que ce sera pas méchant contre gentil, quoi. Méchant occupant contre gentil résistant. C'est en tout cas ce que je comprends dans cette nuance de gris. Oui, les elfes sont méchants, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est que effectivement là, les elfes pour le coup sont méchants. C'est vrai que ces derniers temps, on a eu pas mal de contextes où les elfes étaient un peu les occupés, ceux qui ont été renvoyés dans leurs cordes. Notamment, par exemple, si on prend Dragon Age, voilà, les elfes sont parqués dans des ghettos limite, ou ce genre de choses, ou même ce qu'on peut voir dans The Witcher par exemple. Et là c'est l'inverse, c'est les elfes qui eux ont pris le pouvoir et qui occupent une ville humaine, quoi. Donc effectivement, comme tu dis, c'est rare. Ici, pas de héros appelés à sauver le monde. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Les ennemis des PJ n'ont que des motivations égoïstes, et leurs alliés ne sont pas complètement désintéressés. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, ça donne envie. Ça me rappelle un très vieux scénar de Casus, de l'ancienne formule, où les elfes étaient les méchants racistes. Ouais, bah je crois qu'on part un peu là-dessus. Aubergiste, pour l'interrogation. Ah, ça va nous rappeler Rêve de gloire, ça. Les PJ travaillent à l'auberge de l'Épée, une des plus grandes de la ville. Ils exercent chacun une fonction au sein de l'établissement. Videur, brasseur, serveur, maréchal ferrant, etc. Mais derrière cette activité prosaïque... Ah, activité prosaïque, ça plaira à Aurélien. L'activité prosaïque et corallienne se cache un passé aventureux, haut en couleur, voire un secret bien gardé. Capitaine d'armée déchu, bandit repenti, doué de réfugiés, espions sous couverture, nécromants, cavale ou même statues vivantes, gageant qu'ils ne manqueront pas de reprendre du service. Ok, très bien. Oui, ça peut expliquer pourquoi on joue avec un système assez héroïque fantastique. C'est que même si vous êtes serveur, ou cuisinier, ou cuistot, vous avez quand même un passé qui fait que vous avez un archétype d'héroïque fantasy. Un petit coup d'eau. Vous me dites d'ailleurs si le son de la voix est assez bon, hein. J'ai un peu éloigné le micro. Donc vous me direz si le son est toujours bon. En parlant de ça, j'ai vraiment beaucoup aimé jouer un cuistot dans Rêve de gloire Brigandine. Et je trouve ça super intéressant de jouer un cuistot, c'est très très sympa. Numéro 3, Terre magique et sorcelée. Il y a quelque chose de magique dans l'air de la vallée où se déroule cette aventure, cette histoire. À l'adolescence, chaque habitant développe une capacité surnaturelle, un sorcelé modeste, mais utile, qui détermine bien souvent la profession qu'il exerce à l'âge adulte. Ok. Donc chaque personnage a un pouvoir spécifique qui va déterminer son travail à l'avenir. Donc chaque PJ, même si c'est un archétype de guerrier ou barbare, devrait avoir accès à un truc magique. Ainsi, la région a donné naissance au plus grand magicien du royaume. Mais depuis peu, certains habitants perdent ce don. La population accuse les elfes qui par ailleurs ont interdit la pratique de la magie et donc des sorcelets. Très bien. Ça va toujours pour la voix. Merci Orion. Un bac à sable scénarisé. Oui, alors là, ça je le savais. On tient l'une des particularités de Pax Elfica. Ce n'est pas une campagne qui va tout droit. Zut, j'ai un... Ah oui, c'est vrai que j'avais ouvert Facebook pour vous montrer un truc après. Tout, voilà. On coupe les alertes Facebook. Voilà, donc Pax Elfica. Ah mais n'hésitez pas à vous endormir hein, si ça vous aide. Si ma voix vous aide. Pax Elfica, c'est pas une campagne couloir, d'accord. C'est pas une campagne où vous allez suivre les actes les uns après les autres, comme c'est le cas de Invincible ou Alatazerine par exemple. C'est un bac à sable scénarisé, ça veut dire que les PJ vont être libres de faire plein de choses dans un cadre en fait. Donc le cadre est dressé, hein, il est peint, il est un petit peu brossé, mais il n'y a pas d'ordre établi pour faire ce que le scénario demande, et il n'y a pas de chemin à suivre en fait. Il y a plusieurs chemins à suivre, et pour avoir discuté un petit peu avec l'auteur,
il nous avait dit que il adorait voir les retours sur son jeu, parce qu'il y avait vraiment des façons différentes d'arriver à la fin, en fait, et plusieurs fins possibles. Donc voilà, c'est un bac à sable scénarisé. Donc attention, hein, ne pensez pas qu'on peut prendre le scénario, se permettre de lire juste le petit chapitre avant de commencer à jouer dans 1 heure. Non, non, non. Il faut vraiment tout lire pour avoir tout en tête, et ensuite se laisser les PJ d'idée le scénario, d'idée la narration, et juste reprendre enfin les éléments qui sont mis en place dans le bouquin. Mais du peu que j'ai feuilleté du bouquin, ne vous inquiétez pas, tout est bien brossé, tout est bien cadré quand même. D'accord? C'est un bac à sable qui est cadré, qui est scénarisé. La campagne Pax Elfica tient à la fois du scénario classique et du bac à sable. Du scénario, elle tire l'aide à la mise en scène et la capacité à faire monter la tension dramatique. Au bac à sable, elle emprunte la grande liberté laissée aux PJ de s'investir sur les sujets de leur choix et une vaste gamme de dénouements possibles. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment super. C'est très difficile à faire, mais si c'est bien fait, franchement, c'est le feu. D'arriver à faire ça. C'est très ambitieux de faire ça. C'est très ambitieux, et si c'est mal fait, ça peut vite exploser. Maintenant, vu la réputation de cette campagne, je pense que c'est bien fait, on n'a pas à s'inquiéter. C'est plus exigeant pour un MJ. Oui, effectivement, c'est plus exigeant parce que ça demande de bien lire, de tout lire avant, en fait. Il y a pas mal de campagnes où tu peux te permettre de lire le chapitre qui arrive et de lire un petit peu un par un les chapitres, en fait. Ou de lire un tout petit peu, de brosser, survoler un petit peu tout, puis après de lire chaque chapitre quand tes PJ ils y sont. D'accord? Par exemple, c'est ce que j'ai fait avec le joyau de Yavin de Star Wars, où en fait j'avais lu un petit peu, j'ai survolé un petit peu toute la campagne, puis après j'ai surtout lu chapitre 1 quand ils étaient au chapitre 1, quand ils l'ont fini j'ai lu chapitre 2, quand ils l'ont fini j'ai lu chapitre 3. Donc je me suis un peu coupé le travail. Là ça demande quand même de lire tout le jeu avant. Alors, je pense que beaucoup de MJ lisent tout avant, hein, c'est peut-être spécifique à ma façon de faire, de lire un petit peu par morceau, mais là je le recommande vraiment de tout lire avant parce qu'il faut avoir tout en tête. Après, on ira jeter un petit coup d'œil à la partie MJ si vous voulez juste pour voir, mais la mise en page m'a l'air quand même bien faite, avec des encas. Donc ça m'a pas l'air surchargé, et ça a l'air d'être assez agréable à lire. Après, dans la partie, ce que c'est plus exigeant, je pense que quand tu as tes aides de jeu, et là il y a les aides de jeu qui sont dispo, quand tu as tes aides de jeu, que tu prends le temps de les remplir, quand tu prends le temps d'écouter les PJ, quand les PJ aussi prennent le temps de prendre des notes et de faire les petits rappels, je pense que ça se fait très très bien. Après, c'est le principe, en fait, de tout ça, c'est d'offrir un vrai cadre, pour le coup. On verra. Quand j'aurai lu la partie MJ, je vous ferai un retour là-dessus. Mais bien sûr, voilà, merci Orion. Voilà, il y a des aides de jeu qui sont fournies, qui vont résumer un peu les intrigues, et qui permettent de prendre des notes aussi. On regardera un petit peu après. Mais il y a un PDF éditable qui permet de prendre des notes au fur et à mesure des intrigues, en fait. Je pense que c'est surtout une discipline de bien noter ce qui se passe, et de bien se référer à ces aides de jeu. Les personnages s'intéressent à un lieu, ces derniers sont décrits de sorte à pouvoir y mettre en scène des intrusions ou des assauts. Ils souhaitent approcher une faction, plus de 80 PNJ nommés sont présentés, avec les conditions permettant de s'allier avec eux. Ce que je comprends aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de jouer avec les 80, quoi. Ça, c'est bien. Ils aspirent à percer un mystère, chaque scène est décrite de manière détaillée, et donne les éléments permettant de faire monter la tension et d'introduire des rebondissements. Par ailleurs, la campagne ne fait aucune hypothèse sur le succès ou les échecs des PJ. S'ils tuent un des grands méchants, dès la deuxième séance, tant mieux pour eux. Et tant pis si c'est un allié de poids qui trépasse, la suite des opérations en sera que plus tendue. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. À voir après comment c'est présenté. Est-ce qu'il donne des astuces si jamais tel PNJ est mort à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe en fait? Peut-être. Moi, ça me fait penser un peu à un PBTA, en fait, un système apocalypse, quoi. C'est en fait, on prévoit un cadre, on prévoit des factions, et qu'est-ce qu'elles veulent faire, des PNJ, qu'est-ce qu'ils veulent faire, et au fur et à mesure que les joueurs avancent, les PNJ avancent aussi leur trame, en fait. On verra le glossaire après, on termine la présentation. Les 4 arcs. 4 arcs narratifs majeurs s'entremêlent pour tisser une histoire vivante au service des prises d'initiative des personnages. La guerre des auberges, le secret des elfes, la résistance, et un dernier arc mystère. Oui, il faut pas spoiler. Ok, donc au moins, en fait, dans cette campagne, même si c'est ouvert et bac à sable, c'est quand même construit en arc, histoire de cadrer quand même le plus possible. Les choix effectués par les PJ sont cruciaux. Peut-être que leur réussite à l'un de ces 4 arcs les avantagera pour la réussite d'un deuxième.
ou au contraire les handicapera. Ce qui veut dire qu'en fait les arcs on peut les faire dans n'importe quel ordre. Je comprends qu'on peut faire les arcs dans n'importe quel ordre, du coup. Sauf le dernier. Et peut-être même qu'ils choisiront de sacrifier la réussite d'un arc pour en réussir un autre qui leur tient plus à cœur. Les différences d'histoire d'une table à une autre ne sont pas cosmétiques, elles sont fondamentales. C'est vrai, hein, l'auteur a fait un retour là-dessus disant que vraiment chaque table avait une fin différente. Une campagne avec 2 systèmes possibles. Numéro 1, la 5e édition du plus célèbre des jeux de rôle. Alors oui, vous demandez peut-être, vous derrière votre écran, pourquoi on dit toujours le plus célèbre ou le plus vieux des jeux de rôle et on dit jamais Donjons et Dragons. Oui, effectivement, Tibi, c'est intéressant, on y reviendra. Pourquoi on dit toujours la 5e édition? Parce qu'en fait, voilà, c'est un peu marque déposée, et surtout, Wizards, l'éditeur de DD5, aime pas trop être associé à du contenu fait avec son système, ou que le contenu est pas génial, en fait, voilà. Ils veulent pas être associés à du contenu qui pourrait leur porter préjudice. Donc, c'est pour ça que vous verrez très souvent dire la 5e édition du plus célèbre des jeux de rôle. Ça veut dire en gros Donjons et Dragons 5 et tous ses dérivés qui en viennent. Ou sont SRD, hein, sont ceux de documents de référence. Donc voilà. Voilà pourquoi les vidéastes aussi prennent l'habitude de le dire. Bon, je pense pas que Wizard tombe sur un vidéaste qui a 500 abonnés, mais voilà, on sait jamais, dans le doute, on dit souvent, voilà, on reprend souvent cette formule pour parler de Donjons et Dragons 5e quand on parle d'adaptation. Pax Elfica peut se jouer avec cet incontournable du jeu de rôle médiéval fantastique, quelle que soit votre version du jeu, d'accord? Je rappelle qu'en français, on a du coup Donjons et Dragons 5, on a Dragon de chez Agathe, on a Héros et Dragons et Roll and Play de chez Black Book Edition, et on a tout simplement le seuil de référence, le SRD qu'on peut trouver sur AidDD par exemple, le site internet. Elle est conçue pour des personnages de niveau 1 et les emmènera jusqu'au niveau 7. Du matériel en option permettra de jouer au-delà de cette limite. Waouh, super. Matériel en option, ça veut dire qu'on peut continuer un petit peu à jouer derrière. Ok. Aucune hypothèse n'est faite sur votre manière de jouer. Combat avec ou sans case, donc ça veut dire combat sur quadrillé en fait, tout simplement, sur des cartes quadrillées. Utilisation des dons, etc. En revanche, nous avons pris le parti de faire monter de niveau les personnages au passage de scènes clés, système d'expérience qui s'est révélé plus adapté à cette campagne. Ok, donc en fait, là, ce n'est pas... Vos PJ ne vont pas gagner de l'XP et monter de niveau quand ils ont battu assez de monstres, ou gagné assez d'argent, ou ouvert assez de portes, mais en fait, ce sont des passages clés dans le scénario qu'il faut monter de niveau. Ok. C'est un peu comme ça que je procède aussi, chaque fois que je fais un petit peu jouer que ce soit du 5e ou du Chronique oublié, je préfère le passage de niveau à des moments clés, plutôt que compter l'XP, voilà, je préfère. Surtout que bon, voilà, compter l'XP sur des monstres, ça pousse à faire du combat. Donc du coup, ça demande peut-être de mettre un système aussi sur l'or récolté, par exemple, ou sur les PNJ rencontrés. Voilà, ça devient vite compliqué, je trouve. Enfin, nous proposons des races historiques et sortilèges adaptés au contexte, ainsi que des règles additionnelles de mise en scène des intrusions pour suiter le combat de masse qui ne manqueront pas de se produire durant les aventures de personnages. À voir si ce système de bataille de masse peut être réutilisé dans d'autres jeux, en fait, tout simplement. Voilà. Ça peut être intéressant. Alors, c'est du clé en main. Clé en main, c'est le système, du coup, du système des 12 singes. Clé en main, c'est un système qu'ils ont eux-mêmes créé, qui est leur système à eux, édité chez eux, donc je ne crois pas que les règles... Ah oui, les règles ne sont pas comprises à l'intérieur. Vous n'avez pas à l'intérieur de ce jeu les règles pour jouer à 5e édition, ou les règles pour jouer à clé en main. Il faudra acquérir le livre clé en main et acquérir les règles de la 5e édition. Évidemment, je vous le rappelle, il y a les règles de Donjons et Dragons 5e ont été libérées, les règles de base, le squelette a été libéré par Wizard, dans le sens où il est disponible gratuitement sur internet, et vous pouvez par exemple aller sur AidDD pour aller trouver les règles de Donjons et Dragons. Vous n'avez même pas besoin d'acheter un bouquin pour l'avoir, même si c'est évidemment plus pratique, et ça rémunère les personnes qui l'ont créé. Il n'y a que dans les mangas et les comics qui level up en plein le combat. C'est vrai, et pourtant ça permet des choses sympas. Le level up en plein le combat, c'est une mécanique qui est sympa parce que oui, c'est comme tu dis, ça fait très shonen en fait de se découvrir une capacité de se surpasser pendant un combat.
Et on peut le retrouver dans le PBTA, ça, le fait de level up en plein combat, notamment avec les échecs, et dans Mask par exemple. Voilà, et c'est exactement, Chad, exactement dans Mask, on peut avoir ce level up en plein milieu du combat, qui permet de débloquer une nouvelle capa, ou qui permet de débloquer une manœuvre clé en fait du livret, et de la faire à ce moment-là. Bon, en même temps, c'est vrai que le Mask ou le super-héros, c'est assez proche du shonen, hein, donc voilà, ça permet de ce genre de choses. Donc voilà, effectivement, voilà, on a pensé à la même chose. Donc clé en main. Pax Effica peut se jouer avec le système clé en main qui est éprouvé, fluide et facile à prendre en main. Je ne connais pas clé en main, donc je ne ferai pas de retour dessus, mais dès qu'on a pu mettre la main dessus, dès qu'on met la main sur la clé, on fera un retour. À cet égard, le présent livre est un jeu autonome, incluant les règles standards ainsi que 9 personnages prêts à jouer. De plus, des règles additionnelles sont proposées pour la mise en scène des intrusions, poursuites et combats de masse. Si vous souhaitez créer vos propres personnages pour ce système, il vous faudra acquérir le livre Clé en main, règles avancées, édité par les 12 singes. Ok, donc en fait, il y a quand même la base de Clé en main qui est dans ce livre, mais tout ce qui est règles avancées, donc notamment la création de persos, à ce moment-là, il faut passer par le livre Règles avancées des 12 singes. Et effectivement, Tibi, je pensais au moment de vérité, c'est ça, effectivement. Ok, on a terminé avec les moments clés du jeu, on va avoir un petit peu de glossaire. Alors, mon elfique est assez rouillé. Hein, voilà, j'ai fait elfique deuxième langue au collège. Donc voilà, c'est un petit peu roué sur l'elfique, mais vous me corrigerez sur la prononciation. Arindil, peut-être, Arindil. Une elfe pratiquant un mélange de druidisme et de magie d'enchantement. Okay. Conseil des 8, organe assurant l'administration de la ville sous contrôle officieux des elfes. Ok, en gros, c'est le conseil des maires des conseils de la ville, quoi. Okay. Enfant prodige. Enfant né dans le Val Septante. Enfant né dans le Val Septante, montrant un don particulier pour la magie, bien au-delà du simple sorcelé. Okay. Le Val Septante, c'est sûrement le lieu où se passe l'histoire, peut-être. La région où se passe l'histoire. Enfaïté. Enfaïté. Désigne une personne qui a été ensorcelée par une Arindil, vivant béatement dans un monde illusoire, contraint d'obéir à la voix des elfes de la Narimorienne. Faudrait que je lise les mots à l'avance avant de vous les dire. Attendez. Nariamorienne. Nariamorienne. C'est pas facile à dire pour un mail. Hein. Nariamorienne. Ok. Les elfes refusant la peine de mort, l'enfêtement demeure la punition la plus grave qu'ils infligent à leurs opposants. Ça me fait penser aux apaisés dans Dragon Age. Pour le coup. Vous savez, les mages à qui on retire toute émotion et tout pouvoir, en fait. Enfin, ouais, c'est ça. Dans Dragon Age, et du coup, ils n'ont plus trop d'émotion, ils obéissent aux ordres, en fait, finalement, quoi. Ce sont des espèces de coquilles vides, pour le coup. Merci Orion. Merci Orion d'être passé. Oui, effectivement, la suite sera en replay. D'ici demain ou ce soir, je pense, je mettrai tout de suite le live en replay. Bonne soirée, Orion, merci d'être passé, en tout cas. Donc voilà, ok. Donc ça, c'est la punition des elfes, en fait. Ils ne mettent pas à mort, mais ils se font voilà, les esprits sont verrouillés par les elfes. La flamme. Religion principale d'Arland, dont les fidèles vénèrent une force primordiale désincarnée, exaltant toutes les vertus. Bren fut un paladin exemplaire de cette foi. En Val Septante, les prêtres ont tous été massacrés par le nécromant. Abandonnés par l'église, qui refuse d'installer de nouveaux prêtres, tant que les elfes ne leur auront pas restitué leur abbaye, les croyants ont vu la flamme de leur foi se réduire à quelques braises. Ok, très bien. Ça peut être très intéressant hein, pour un clerc, hein, de jouer un clerc de la flamme qui va se cacher. Alors, Velgan. Velgan ou Velgan, hein, tu me diras si ça se dit Velgan ou Velgan. Désolé si j'écorche ton pseudo. En ce qui concerne les règles, elles sont bien comprises dans le livre pour les deux systèmes, clés en main de base du moins et les règles additionnelles pour la 5e édition. Oui, effectivement. Welgan, ok, merci. Donc Welgan, merci pour ton témoignage. Ce sont les règles pour créer un personnage qui ne sont pas intégrées, comme la campagne fournit des pré-tirés détaillés. Ok, merci Welgan de me corriger sur ça. Très bien, merci beaucoup. Donc voilà, on a les règles additionnelles effectivement, on a les règles de base de clés en main. Et toutes les règles additionnelles que le jeu promettait, je me rappelle au début. Ok. Après, les pré-tirés, on ira les voir, hein. J'essaierai de me dépêcher sur ça pour aller voir les pré-tirés, au moins voir les pré-tirés. Je vous discute un petit peu des pré-tirés, voir s'ils sont intéressants, s'ils se suffisent effectivement, quoi. Ils sont bien diversifiés. Le dé. Une milice assurant la surveillance de la ville et l'application des lois. Aujourd'hui uniquement composée d'enfantés. Ah, ok, donc ils sont
ils sont pas vraiment dirigés par le Conseil des 8. Du coup, ils sont directement contrôlés par les elfes, en fait. Le guet est dirigé par le prévôt Godefroy, un homme non enfanté. Ok, donc c'est quelqu'un qui a choisi, du coup, collaborer avec les elfes. Dans les faits, il est contrôlé par le capitaine elfe Tarivel. Ah, ok. Ok, donc le prévôt Godefroy, peut-être que c'est un homme qui a pas forcément choisi d'obéir aux elfes. Très bien. J'aime bien Godefroy, j'aime beaucoup. À voir quel choix a été fait sur les noms, en fait. Godefroy, ça fait très francisé, en fait, français. Donc, du coup, peut-être que oui, effectivement, les noms humains, etc., sont assez français, entre guillemets. Ok. Ça sera plus facile à retenir. Guildemestre, représentant d'une guilde ou d'une alliance de confréries professionnelles qui siège au Conseil des 8. Ok. Donc, parmi les 8, il y en a plusieurs qui viennent d'une guilde ou d'une confrérie. Peut-être même tous, d'ailleurs. Ifrier, ancienne guilde d'artisans des métiers du bois, interdite par les elfes. Pourquoi? Si la plupart des membres s'est convertis, une partie s'est réfugiée dans la forêt de l'Ifray et s'est lancée dans une guérilla contre l'occupant. D'accord, ça peut expliquer pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont résistants qu'ils se sont fait interdire, ou c'est parce qu'ils ont été interdits qu'ils sont devenus résistants? À voir. Carmestre, élu d'un quartier qui siège au Conseil des 8. Ok, donc dans le Conseil des 8, il y a des élus de quartier et donc des guildemestres. Sorcelé, most modeste capacité magique possédée par ceux qui naissent dans la marche de Val-Septante. Et enfin, la vieille garde. La vieille garde meurt mais ne se rend pas. Ancienne garde d'élite protégeant le château. Décimée par le nécromant. Ah, le nécromant avec un grand N, donc lui il est important. Décimée par le nécromant, elle est aujourd'hui démise de ses fonctions et réduite à un petit groupe hétéroclite informel. Décimée par le nécromant. Est-ce que le nécromant est un elfe? Ou est-ce que le nécromant était l'ennemi dont les elfes sont venus libérer les hommes de Brenhaven. Ou le peuple de Brenhaven, il n'y a pas de des hommes. Notre histoire se déroule dans la ville de Brenhaven et sa région, la marche de Val-Septante. Cette dernière est située à la frontière nord du royaume d'Arland, jouxtant la nation de Norland au nord-ouest et de Naria Morienne, la forêt des elfes au nord et les terres sauvages à l'est. Ok. Niveau géographie, ça va. On se fait la petite histoire de Brenhaven, et après on ira voir les personnages. Ça fera vers 18h comme ça. La fondation de la ville de Brenhaven remonte à plusieurs siècles. Les événements historiques réels font l'objet de conjectures de la part des érudits. Le folklore populaire retient l'histoire d'un dragon, le Drac, qui terrorisait la vallée et d'un paladin d'exception, Bren, donc le fameux Bren, c'est celui qui a créé la religion, enfin, dont tout le monde retient l'importance dans la religion de la flamme, qui libéra la région en terrassant la bête. Les villageois survivants se rassemblèrent et construisirent une ville fortifiée pour se protéger de futures calamités. Bren fonda une abbaye au nom de l'ordre des gardiens de la flamme afin d'enseigner aux habitants la bonté et la sagesse. C'est ambitieux, monsieur Bren, de faire ça. Les croyants de cette église vénèrent une forme primordiale désincarnée, symbolisée par une flamme purificatrice, dispensatrice d'une lumière exaltant toutes les vertus. D'accord, ça fait penser aux Ashai dans Game of Thrones. Alors que l'histoire ne se souvient pas que Bren se soit marié, plusieurs familles de la ville se réclament de sa descendance. Ok. Évidemment, un héros pareil. Devenue naturellement capitale de la marche de Val-Septante, Brenhaven est d'abord une ville commerçante qui profite de sa position idéale le long d'une route fluviale majeure. La cité est également un camp de base pour les aventuriers qui explorent les donjons de la région, en particulier les ruines du Temple du Serpent, dont les origines sont perdues dans la nuit des temps. Serpent, Val-Septante. Je vois quelque chose là-dessus. Ok. Le jeu du nécromant, l'intervention... Ah voilà, on a la réponse. Vous voyez comme c'est bien fait quand même. J'aime beaucoup Passant ce titre. Effectivement, voilà. On imagine qu'effectivement, il y a un nécromant qui a commencé à agir sur Brenhaven, et peut-être même tout Val-Septante, et que les elfes sont venus un petit peu en héros pour libérer tout le monde. Il y a 20 ans, un sorcier corrompu, connu sous le simple nom de nécromant, leva des légions de morts-vivants et envahit la Norlande, ainsi que certains territoires d'Arland. Son règne fut aussi horrible que sanglant. Bien des familles furent décimées, la noblesse fut particulièrement visée et beaucoup de maisons se sont éteintes. Ah oui, ok. 2 ans plus tard, moi ça me donne des idées de PNJ en fait, de PJ en fait, ce genre de choses.
2 ans plus tard, la nation elfique sortit enfin de sa forêt sacrée pour venir en aide au royaume humain et mena une guerre sans merci contre les hordes du sorcier, libérant les régions les unes après les autres. Les territoires libérés lui fournissaient des ressources matérielles ou magiques pour soutenir sa campagne militaire et progresser toujours un peu plus. Comme bien d'autres villes, Brenhaven accepta ce nécessaire tribut pour avoir été libéré des horreurs du nécromant. Ok, c'est bien ça. Donc les elfes sont sortis de leur forêt, et chaque ville libérée l'aidait, fournissait de la matière pour leur permettre de continuer leur avancée, leur libération. La guerre s'intensifiant, les elfes remplacèrent même le pouvoir en place pour simplifier la coordination de leurs opérations militaires. Voilà, et c'est là que ça commençait à mal tourner. Ce devait être temporaire, comme de bien entendu. Une nuit, un mystérieux bois d'arbres d'essence féerique poussa au milieu de la ville, la Sylve, engloutissant plusieurs pâtés de maisons. Depuis, de nombreux elfes entrent et sortent de cette émanation de la forêt interdite. Aux races mortes. Ah, ok. En fait, du coup, en pleine nuit, en une nuit, il y a une forêt qui a poussé, magique, qui a poussé au milieu de la ville, de Brenhaven. Et du coup, cette forêt, elle sert un petit peu de portail, en fait, pour les elfes, qui entrent et qui sortent comme ça de leur forêt à eux, jusqu'à Brenhaven. Peut-être. Ok. Évidemment, l'accès à cette forêt est interdite. Afin de protéger ce lieu sacré, les elfes se dirent contraints de transformer la marche en protectorat sous l'égide de Mainerin, la reine des elfes. Les humains du Val venaient de perdre leur indépendance. 15 ans après la conquête du Nécromant, tous les efforts fournis par les populations asservies finirent par payer, les elfes terrassèrent le sorcier noir. Ok, donc, il y a eu 2 ans de conquête du Nécromant, derrière 15 ans... Non, c'est 2 ans, c'est 13 ans après de reconquête elfique, et après 13 ans, les elfes ont fini par tuer le tyran. Ok. Alors que les elfes abandonnaient les protectorats dans les royaumes voisins pour retourner dans leur forêt, ils ont maintenu leur position dans la marche de Val-Septante. Pour quelle raison? Les elfes n'offrent pas d'autre explication que la nécessité, bien sûr. D'ailleurs, depuis l'installation des elfes à Brenhaven, les habitants perdirent peu à peu le don du sorcelé. En outre, les enfants faisant montre d'un don pour la pratique des arts magiques furent emmenés de force dans la Naria Morienne pour ne jamais revenir. Oh là! Ah ouais, là on touche quand même quelque chose quoi, enlèvement d'enfants. Dur, très très dur ça. Les elfes décrétèrent que la pratique de la magie était désormais interdite aux races mortelles. Selon eux, leurs magiciens finissent toujours par chercher à allonger leur existence et ainsi verser dans la nécromancie. C'est pour votre bien, race mortelle. Les habitants se révoltèrent, mais leur rébellion fut étouffée dans l'œuf et l'armée locale dissoute. Depuis lors, le margrave, Tancred II, sa famille et ses proches, continuent de tenir en apparence les rênes du pouvoir, mais le véritable maître de la cité est un seigneur elfe appelé Alasaril. Quelques résistants luttent contre l'occupation sans grande réussite. Ok. Vous suivez ou je vous ai endormi? Des réfugiés. Le joug du Nécromant et la guerre de libération prélevèrent un très lourd tribut sur la population. Après la libération de la Marche, plusieurs vagues de réfugiés venus du Norland s'installèrent à l'extérieur de l'enceinte de la ville, où s'étend un quartier de maisons de briques et de broc. Ok. Les réfugiés ne purent jamais obtenir le droit de cité et doivent rentrer au camp le soir venu. Les confréries corporatistes locales s'accommodent bien de cette force de travail à bas coût, et les elfes se désintéressent de ce problème d'humain. C'est hyper actuel comme campagne de jeu de rôle, dis donc, les héroïdes fantastiques. C'est hyper actuel hein, comme thème. Hein. L'invasion, la contre-offensive libératrice, mais qui reste sur place pour instaurer son propre système politique, sa propre mainmise, les réfugiés, etc. Ok. Après avoir passé des années à Brenhaven, peu de réfugiés prennent le chemin du retour, car ils n'ont plus rien vers quoi revenir, et la route reste longue et dangereuse. La majorité aimerait pouvoir refaire librement sa vie ici, mais cela lui est refusé. Qui joue-t-on? Allez, on termine avec ça. Après, on fera les pré-tirés. Les personnages prêts à jouer, proposés dans Pax Elfica, travaillent tous à l'auberge de l'épée, une des 2 auberges les plus importantes de Brenhaven. Ils exercent la fonction de videur, brasseur, intendant, serveur, cuisinier, maréchal ferrant ou encore scribe.
Derrière cette activité professionnelle prosaïque se cache un passé haut en couleur, aventureux ou un secret bien gardé. Ça, on en avait un petit peu parlé déjà. Ils ont changé de vie après que les elfes aient écrasé la rébellion pour s'installer comme personnel d'un grand établissement avec l'espoir de vivre en paix. Cela fait maintenant 7 ans. Ok. Leur patron, Klaus, maintient une ligne précaire, collaborant juste ce qu'il faut avec les elfes pour maintenir son établissement ouvert, mais pas ouvertement pour ne pas être la cible de représailles des résistants. Ok. Après voilà, c'est la majorité des gens en cas d'invasion, c'est souvent ce qu'ils font, hein, ils sont indécis, mimi quoi. L'enjeu ne se limite pas à son confort et à son gagne-pain. L'auberge emploie, nourrit ou héberge des gens affaiblis par l'occupation elfique qui ne survivraient pas sans elle. Très bien. Ça me rappelle Arcane, la série League of Legends. Ça me rappelle tout à fait ça, quoi. C'est un peu ce que fait mince, j'ai oublié le personnage. Comment il s'appelle déjà? J'avais spoilé en disant son personnage... Vander, c'est ça, c'est Vander. Ça me rappelle ce que fait Vander dans Arcane en fait. Il a son auberge et il essaye de faire en sorte un peu passerelle entre les deux mondes quoi, entre les résistants et l'occupation quoi. On suit, très bien, très bien, très bien. Terry Pratchett avait déjà montré que la fantasy pouvait faire de la satire sociale. Tout à fait, Arsène, tout à fait. Mais jouer avec, c'est différent, tu vois. Le lire, c'est quelque chose, surtout en satire. Mais jouer avec de façon sérieuse, c'est autre chose encore. Historique. Chaque personnage prêt à jouer dispose d'un historique comportant des liens avec des PNJ, c'est très bien ça. Ou avec des factions qui sont présentées plus loin. Vous êtes libre de changer ces liens, super. Peut-être voulez-vous jouer un demi-elfe archer sans pour autant qu'il soit fils de l'aubergiste ou amoureux de la jolie serveuse. Ou voulez-vous jouer un brasseur possédant des liens avec les Ifriers plutôt qu'avec la vieille garde. Sachez que ces liens sont autant de leviers permettant de faire avancer l'histoire et qu'ils favorisent l'implication de votre personnage. Oui, je dis oui. Très bien, c'est une phrase extrêmement corallienne. Effectivement, je vais même la surligner. Voilà, j'aime beaucoup cette phrase, elle est très importante pour moi et c'est valable pour plein de jeux. Les liens sont très importants dans vos campagnes de jeux de rôle. Ne sous-estimez pas le fait de créer des liens entre des PNJ et des PJ avant même que la partie ne commence. C'est très important. Ça permet aux PJ, aux joueurs et joueuses de s'investir un peu plus dans l'univers, parce que leurs personnages sont déjà investis de base, en fait. Mais d'attendre qu'un personnage rencontre des PNJ pour se lier avec eux, n'attendez pas ça, en fait. Créez des liens tout de suite, et mettez tout de suite ces PNJ en avant, pour faire rentrer vos joueurs et joueuses dans le jeu, et ensuite vous mettez des nouveaux PNJ, ils créent des nouveaux liens, etc. Mais voilà, c'est super important. Vraiment, n'hésitez pas à créer des liens dans vos campagnes quand vous la préparez avec les PJ. Voilà. Bonjour, Talsi. Bien le bonsoir à toi aussi, merci de passer, c'est très gentil. Bien vu la comparaison avec Arcane, Atibi, oui, ben, j'ai adoré, c'est ma série de l'amour de ces dernières années, en général d'ailleurs, hein, pour moi. J'aime assez ce setup de base. Par rapport à d'autres mis en place, ça donne un cadre et une raison pour les PJ d'être ensemble malgré des passés différents. Voilà, c'est vrai que là, exactement, tu as tout à fait raison. Juste ce petit passage-là, il répond à plein de problématiques. Problématique numéro 1, comment les PJ sont ensemble? Pourquoi ils sont ensemble? Voilà, ils viennent du même auberge. Ils sont différents, ils sont certainement de races différentes, de classes différentes, ils sont pas de la même famille, mais au moins, ils travaillent au même endroit. Et ils travaillent au même endroit depuis très longtemps, ce qui veut dire qu'ils ont un lien avec cet endroit. Donc déjà, il y a un lien qui est créé là-dessus. Et le groupe de PJ, il est créé pour une raison. Deuxième chose, comment intégrer les PJ à l'histoire? Et ben voilà, on a là une bonne façon, c'est de les impliquer par des créations et des liens avec les PNJ ou les factions avant même que le jeu ne commence. Je note le conseil. Non, franchement, Atibi, c'est ce que j'ai fait sur Night et j'ai aucun regret d'avoir fait ça. Quasiment, je dis pas tous, mais quasiment, mais si en fait tous, les PJ de la campagne de Night qu'on a fait pendant 5 ans et demi, ils avaient tous un lien avec des PNJ qui sont revenus après dans le jeu et qui ont été très importants pour la suite de la campagne. Même si au début ils semblaient pas importants, ils ont été très importants ensuite. On avait la fille de l'immortel de l'Arche de Tokyo, on avait un des PJ qui avait son fils kidnappé par les Japonais qui servait d'otage politique en fait, en plus d'avoir son ancien patron qui bossait pour une faction secrète. On avait une joueuse qui avait ses sœurs
qui était aussi dans une faction secrète, et un frère qui était très bien dans le nouvel ordre du Vatican, on va dire. Voilà, on avait vraiment tous. Et il faut pas hésiter non plus à leur faire des liens avec des personnages importants. Parce que là, enfin, c'est vrai que tous les PJ, ou quasi tous les PJ de Javier Son Live, par exemple, ils avaient des liens avec des PNJ très importants pour l'intrigue. Mais à la limite, tant mieux, comme ça, les PNJ ont été présents très longtemps, et ça a permis de les jouer plusieurs fois. Et ça a permis de les mettre face à des dilemmes. Voilà. Tu n'aimes pas Arkane, mais aussi pas québécois, hein, pour le coup, Chichim. Non, mais franchement, voilà, Arkane, grosse tuerie. Selon les PNJ liés, ça permet de préparer des coups de Trafalgar plus ou moins distraits. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, bien sûr. C'est beaucoup plus fort quand il y a un dilemme avec un PNJ, quand ce PNJ est dans le background d'un personnage, que juste quand vous l'avez rencontré, en fait. Le bondage et tout ça de vrai. Non, on parle pas de ce genre de lien, au chat. Non, c'est pas ce genre de lien qui nous retiennent. Ça pourrait. Écoutez. Ça pourrait. J'ai remonté un petit peu le fil. Moi, c'est ce que je mets obligatoirement à choisir. Oui, ok, Rosa. Non, mais je pense que tu as raison. Après, faut pas non plus que ce soit trop artificiel, hein, bien sûr. Mais, et ne pas les imposer non plus. Mais, proposer, en fait. Lisez, discutez avec vos joueurs et joueuses. De ce qu'ils aimeraient faire comme personnage. Et à ce moment-là, essayez de les relier à un PNJ que vous avez. C'est pour ça que c'est important de bien tout lire avant votre campagne. Ou de la préparer un minimum un petit peu avant. Au moins préparer les PNJ ou les factions. Parce que ça vous permet comme ça de savoir déjà quels PNJ sont importants pour vous. Et comme vous le voyez, là, il y a 80 PNJ et factions, hein, ils ont annoncé dans ce jeu. Donc, ça va le faire. Vous avez de la matière. Voilà. Ce que je dirais, c'est surtout pas imposer. Alors, n'imposer, c'est pas... Voilà, mon conseil, c'est également n'imposer pas, proposer. Si le lien ne plaît pas, ne forcez pas. Ok. Il y a encore des personnages qui adorent être celui qui n'a aucun lien, qui n'a plus de famille. Ça, voilà, ça, notamment notre team Bobo, il avait l'arcane de Knight qui disait qu'il n'avait aucune motivation parce qu'il n'avait plus de famille. C'est-à-dire que son archétype de base imposait qu'il n'avait plus de famille. Donc à ce moment-là, c'est difficile de lui créer un background avec un PNJ lié. Donc voilà, n'imposez pas non plus le truc. Là. Ou tu fais du bac à sable, et du coup tu pioches avec vraiment dans le background des PJ. Voilà, exactement. Ça demande pas non plus aux PJ de faire un background de 8 pieds de long, quoi, mais parler un petit peu de leur famille, parler un petit peu de leur enfance, et parler un petit peu de leur maître. Moi, les conseils que je donnerais, ce serait famille, amis d'enfance, et maître, en fait, ou des personnes qui leur ont appris un métier. Voilà. C'est des liens assez sympas à mettre en place, ceux-là. J'ai rien demandé. Non, mais t'étais l'exemple parfait, Kim. C'est ça, si jamais ils veulent aucun lien, pof, t'es amnésique. Allez, en avant. Et quand la mémoire te reviendra, ben t'auras plein de liens qui auront été créés. On a eu ça d'ailleurs à Night, on a eu un personnage qui était amnésique, et finalement, quand il a retrouvé la mémoire, ça a créé plein de liens avec des PNJ, en fait. Allez, je termine ça, on passe au PNJ, après on discute. Une solution simple de personnalisation est l'échange des liens entre les personnages. Oui, vous pouvez aussi faire ça. Le meneur de jeu vous guidera au travers de ces altérations, je suis d'accord. En dernière instance, vous avez bien entendu mettre de la personnalité, de l'histoire, de la relation de vos personnages. Oui, voilà, bah voyez, il y avait tout écrit déjà, voilà. Même pas eu besoin de dire. Tout était écrit. Voilà, c'est... En dernière instance, le joueur a la main sur son personnage. Voilà. Dans tous les cas. Historique et tout la même. Oui, bien sûr, Rosa, l'amnésique, c'est un très très bon archétype de personnage, et ça peut être très intéressant si on s'écarte un petit peu de certains, enfin pas préjugés, mais poncifs en fait, ou facilités. Mais c'est très très intéressant, surtout quand cet historique, cet amnésique, il amène à ouvrir des portes après plus loin. Et des dilemmes aussi. Ce qui est important de toute façon en jeu, c'est les dilemmes et le drama. Hein. Arsène ne dira pas l'inverse, n'est-ce pas? Novices et vétérans, la plupart des personnages sont expérimentés, mais cela fait longtemps qu'ils se sont rangés. Leur profession actuelle a émoussé leurs réflexes. Ils se réveilleront au fur et à mesure de leur aventure. Ok, c'est une bonne façon de l'expliquer pourquoi on commence niveau 1 et qu'on monte de niveau. A l'inverse, les personnages plus jeunes, comme Tano Rivel ou Camille, mûrissent rapidement au contact de leur adversité après des années d'entraînement. Ceci explique pourquoi tous les personnages commencent débutants et gagnent rapidement de l'expérience. Je suis totalement en accord avec ce qui est écrit, c'est fou. Le drama, c'est le sang. Oui, c'est le sang de la veine, Arsène.
Vous allez devoir... Je t'appelle Arsène, bah c'est Arsenic, mais je t'appelle Arsène. Vous allez devoir faire vivre l'auberge de l'épée, malgré les vexations de l'occupant elfique et la concurrence féroce de l'adversaire acharné, Carmichael de l'auberge du pont. Oh là là, ça me fait... J'ai des flashbacks du Vietnam. J'ai des flashbacks de rêves de gloire brigandine. Des divergences de vues irréconciliables et une rivalité économique sont dégénérées en une opposition âpre entre les deux aubergistes. Bon, vous-même, vous savez que ça va mal finir, hein, cette histoire. C'est quasiment sûr. Mettrez-vous en danger votre auberge pour sauver les innocents. Vous lèverez-vous contre l'occupant. Formerez-vous des alliances contre nature pour devenir plus fort ou resterez-vous intègre malgré l'adversité implacable. Laisserez-vous votre terre natale perdre sa richesse magique, découvrirez-vous les secrets des elfes, finirez-vous ruiné, privé de magie au moins d'un tyran, ou parviendrez-vous à libérer Brenhaven, à rendre leur magie aux habitants en ayant racheté votre concurrent. Ah oui, carrément. Vous le saurez en jouant cette campagne. Je suis hypé par cette écriture. Franchement. Et vous savez que c'est pas facile, hein. Un petit paragraphe de questions comme ça, c'est pas facile à écrire. Hein. Coucou Arsène et Talcy, hein. Dites-vous bonjour, hein. Faites comme si on n'était pas là. Ok. Donc, est-ce que les prêts tirés sont dans ce bouquin ou c'est dans un autre PDF? Je vais aller voir. Ouais, ils sont là. Alors, hop, on va... Donc, prêts tirés, on va passer assez rapidement parce que je vous ai prévu une petite discussion et c'est important qu'on la fasse. On a Bjorn, videur, ex-capitaine de l'armée qui a 30 ans. Ah, ça aussi j'aime beaucoup. On l'a fait dans Night, quand on a fait des pré-tirés dans Night, College Fan Made. Une petite phrase qui donne le ton du personnage, c'est très bien. Donc, un petit historique. En synthèse. Hop là. Humain du Norland, né sans sorceler, idéal, lien, déjà créé. Évidemment, l'on-tien, vous pouvez mélanger les liens ou faire vous-même. Et Bjorn est impulsif et colérique. Pour la 5e, historique... Ah, ok. Il n'y a pas sa fiche. En fait, sa fiche n'est pas toute créée. Peut-être que je l'ai en aide de jeu, j'irai voir après. Mais au moins, vous avez son archétype 5e qui est déjà tout prêt. Historique, officier de l'armée. Classe, barbare. Archétype, berserker. Alignement, loyal, bon. Tiens, petit sondage dans le chat. Eh, on peut faire des sondages. On peut faire des sondages dans le chat. J'avais oublié qu'on avait ça. Et on va faire un petit sondage si j'y arrive. Si jamais j'arrive à comprendre comment ça marche. Sondage, qui utilise encore les alignements dans ses parties de Donjons et Dragons? Dites-moi. Dites-moi. Parce que moi, vraiment, l'alignement... Mais franchement... Ben, je m'en carre, en fait. C'est pas un truc qui me touche, en fait. J'ai pas commencé le jeu de rôle avec Donjons et Dragons. Et du coup, l'alignement, moi, c'est un truc, mais... presque osef, en fait. Franchement. Faut que je trouve comment on fait un sondage. En plus, je suis sûr que je peux le faire dans Streamlabs ou... C'est peut-être VoiceBot qui permet de le faire, faut que je trouve. Moi, j'ai pas le temps. Je regarde un petit peu avant. C'est vrai, c'est pas un truc sur lequel je me suis penché, j'ai perdu du temps à le faire. Je ne joue pas à D&D, oui, ok. On n'a pas envie que tu le loupes, ça. Oui, ça faut parler de la partie de vendredi, on en reparlera. Perso, pour tout gérer, j'utilise jamais l'alignement, non. Ok. Pour le tableau bord des créatures, ok, j'irai voir. Mais je suis dans le tableau bord du créateur. Tiens. Chuchotement, liste de demandes... Prédiction? Non, c'est pas prédiction. L'actualité, chuchotement... Bon, j'irai voir plus tard, c'est pas grave, je m'occuperai plus tard. Alignement, j'utilise rarement, mais ça peut aider à donner une idée du perso. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que ça peut donner une idée du perso, de comment le RP. Une description, exactement, voilà, je suis d'accord avec toi, Tracy. Mais derrière, après, voilà, je suis pas un ayatollah en mode, tu joues pas comme ton alignement, quoi. L'article en A, je dis pas l'alignement, je trouve ça drôle, mais c'est une couche qui me semble peu utile. Ok, très bien. J'aimerais vraiment utiliser l'alignement, la seule fois, hein, ça me semble artificiel, ok. Tu ajoutes gérer les sondages. Ok, mais je verrai ça tout à l'heure, c'est pas un souci. C'est pas un souci, je dois pouvoir le rajouter à la main, comme ça. Tout ensemble de règles, termes... Ok. Non, mais j'ai sûrement moyen d'aller voir. Hein. De toute façon, c'est pas un souci, quoi. Ok, mais c'est intéressant. Mais je pense aussi sur Wisebot, il y a moyen de faire un truc. Ok, moi c'est intéressant. Ouais, c'est changer en partie. Ouais, j'ai pas compris. Alors l'alignement de l'anima, en fait, c'est une mécanique de Donjons et Dragons, où en fait, on va déterminer sur une échelle de 3 sur 3, enfin un tableau de 3 sur 3, comment se situe ton personnage. Est-ce qu'il est loyal, neutre ou chaotique, et est-ce qu'il est bon, neutre ou mauvais.
en fait. Donc tu peux être loyal neutre, loyal bon, loyal mauvais, neutre neutre, neutre bon, neutre mauvais, chaotique bon, chaotique neutre, chaotique mauvais. En fait. Et avant, ça avait beaucoup de sens. Dans les anciennes éditions de Donjons et Dragons, ça avait beaucoup de sens. Comment tu t'alignes. Aujourd'hui, un petit peu moins. Voilà, c'est ça. Tu trouveras l'anima sur internet, par exemple, si tu tapes alignement D&D Harry Potter, si jamais tu aimes Harry Potter, tu trouveras des images où en place, en fait, bah là, Harry, il est loyal bon, machin, il est neutre mauvais, tu vois, tout ça, ça te donnera une idée de quel est le caractère. En fait. J'avais vu une petite phrase sur les fiches des fiches, je l'ai perdu, il faut que je le relise parce que ça me semblait important. De la prochaine fois... Les fiches de prêt tirées sont disponibles entièrement remplies dans les deux systèmes. Il doit y avoir un dossier exprès. Ok, merci Welgan. Merci Welgan. Mais j'irai voir le dossier après. Ok. Mais super Welgan, c'est super. C'est génial, bravo. Franchement, non mais franchement, c'est impeccable. Ce contenu pour Pat, il est vraiment incroyable. On va le voir juste après, on finit ça, on va le voir juste après. On a Johanna, intendante le jour, espionne du roi la nuit. Espionne du roi. Ah, le roi qui est en place et qui est sous le joug des elfes. Ok. Origine, elle est humaine, naissance sorcelée, elle protège les intérêts du royaume, elle est loyale au roi. L'espionne s'imprègne parfois de sa couverture. Ok. Légende du roi... légende du roi, à mon avis, ça doit être un archétype créé pour le jeu. Roublard, caractéristique charisme. Ah, il y a même la secondaire, c'est bien. L'espionnage et l'assassinat, loyal neutre. Il me plaît bien ce personnage, j'aime beaucoup. Et son illustré en plus, c'est génial. Morrigan. Ah, Morrigan, ça me rappelle des bons souvenirs de Dragon Age. J'aime beaucoup Morrigan, j'aime beaucoup sa coupe en fait. C'est bien. Je trouve qu'ils sont très diversifiés pour l'instant les PNJ, les pré-tirés, dans leur style. Morrigan est maréchal ferrant le jour, elle est résistante la nuit. Très bien. En synthèse, elle est naine de Val-Septante, née avec sorcelé. Idéal, punir tous ceux qui sont à l'origine ou qui profitent de la déchéance de la ligue des effrayés. Ok. Klaus et sa figure paternelle. Difficile de la référence. Historique résistante. Classe guerrière, spécialisée à 2 armes, championne, loyale neutre. Ok. Merci, hein. Kali m'a dit de discuter un petit peu d'alignement dans le chat. Hein. C'est gentil. Rosa, écrivaine publique, apprentie ensorceleuse. Ok. Elfe noire peut-être. Statue de pierre vivante. Ah, ça aussi c'est un background, enfin une origine spécifique au jeu. Idéal pratiquant de la magie, historique lettré. Ah, historique lettré. Est-ce que c'est liste... Ah ouais, ok. Choisissez une... Ok, alors, elle est classe en sorceleuse. Historique lettré. Ça, faut pas confondre avec Dragon qui a une classe lettrée. Attention. Mais qui pourrait s'adapter peut-être. À voir. Alignement loyal bonne. Riké. Alors Riké, ou Rick peut-être, enseignante pour tous. Druidesse en secret. Ah, une prof druide. D'accord. Bou. C'est Bou. C'est Minsk et Bou. Origine humaine de Norland. Les humains ne doivent pas retirer les droits de la nature dans un château prudent. Ok. Rick est attachée à la défense de la communauté des réfugiés. Elle a le verbe vif. Réfugié, druide. Cercle apprenti. Ah, la métamorphose animale, neutre bonne. Ok. Druide, c'est une classe que j'adore dans les jeux de vidéo que j'ai jamais joué en jeu de rôle. Donc, pourquoi pas. Sigmund, brasseur et alchimiste. Ah bah voilà, ça c'est génial ça. Le brasseur qui est alchimiste, contrebandier la nuit. Ah bien sûr que je rembourserai ta cargaison perdue. En synthèse, je rappelle que toutes ces fiches-là sont accessibles gratuitement. Hein. Je rappelle que ce PDF, je vais vous le remettre dès que possible. Ce PDF, vous pouvez le télécharger gratuitement. Hop, je vous remets le lien qui met dans Marketplace. Vous pouvez le prendre gratuitement ce PDF, hein. N'hésitez pas. Les fiches avec Adobe Reader avec lequel les fiches ont été optimisées ou un logiciel qui peut prendre en compte les calculs automatiques. Certaines automations peuvent ne pas marcher sur le navigateur. Ok, donc Weldan nous dit que les fiches pré-tirées que vous avez créées, il vaut mieux les ouvrir avec un logiciel qui permet, comme Adobe, qui permet de bien écrire dedans pour les modifier parce que ça fait les calculs tout seul. Je répète, les PDF interactifs, c'est la vie. Brasseur et alchimiste, un adorateur du holchadisme, n'est-ce pas? La nouvelle religion. Merci en tout cas, alors merci, je vous remercie, j'ai pas le temps de tout vous lire parce qu'il y a beaucoup, mais merci en tout cas de voilà, toutes vos explications que vous pouvez retrouver sur le côté hein, de comment fonctionne l'alignement, et merci Welgan de toutes les précisions que tu donnes sur ce jeu et sur son contenu. C'est super que tu sois passé pour nous les donner, vraiment c'est gentil. Historique alchimiste, ascendant brasseur, j'adore.
Roublard, caractéristique intelligence, et hauteur à espionnage ou crime organisé. Très bien. Tanorivel, comme le jour et monte en l'air la nuit. Qui parle en elfique, en plus. Alors, j'ai pas le temps de le lire, parce que le stream se finit bientôt, mais c'est intéressant qu'il y ait un elfe, quand même. Demi-elfe, pardon. Ah, je pense que les demi-elfes sont pas très acceptés par les elfes également. Aubergiste, classe roublard, pas mal de roublards. À partir du niveau 3, cambriolage, t'es bon. Ok. Ulrich, le cuisinier. Nécromant la nuit, oh là là, toi tu vas avoir des problèmes. Toi, Ulrich, tu vas avoir des problèmes. Hein. Cuisinier, nécromant, toi tu vas avoir des problèmes. Hein. Humain, aubergiste de l'épaisseur de couverture, et oui, sans passer de nécromant, tu m'étonnes que ça pose problème. Classe magicien, tradition arcanique spécialisée dans la magie des morts, alignement neutre. Camille, moine soldat de la flamme sans le sou. J'aime beaucoup ça. J'adore les moines de toute façon. J'aime beaucoup. Merci Julie, merci de nous rejoindre. Merci à toi, bienvenue, installe-toi bien. J'espère que ça va te plaire. Merci de nous suivre, c'est très gentil, les cœurs sur toi. En vérité, je vous le dis, c'est la flamme qui m'envoie. Origine humain, le jeune moine s'est apporté le soutien spirituel dans la flamme aux habitants de Brenhaven. Acolyte répudié, paladin. Ah, c'est un moine paladin. D'accord, moine soldat, mais en fait c'est un paladin. Très bien. Attention, c'est intéressant. Vœu de dévotion. Ok. Paladin aussi, c'est une classe que je connais pas qui me tente bien. On a fait le tour des prêts tirés. On a fait le tour des prêts tirés. Je vais aller voir un petit peu ce que vous dites. Et comme promis, on fait une petite discussion sur le contenu virtuel en prenant Pax en exemple. Je vais vous montrer après ce que Pax propose comme contenu virtuel pour ce jeu. Alors, Chaotic Bond, on retourne pas sa veste, mais préfère être moral. On a eu une discussion ce week-end, tout le monde, sur la moralité dans Donjons et Dragons. On n'interprète pas tout de la même façon, je pense, celle-ci. Et c'est un souci pour moi également, tu vois, c'est de me dire que on n'a pas tous la même interprétation du chaotique mauvais, du chaotique bon, du neutre loyal. Et ça peut poser problème, enfin voilà, ceux qui ont une idée très précise peuvent mal supporter qu'un autre joueur le joue mal, en fait. Donc voilà, pour ça que moi, l'alignement, oui, au début, pour donner une orientation de RP, mais après, voilà, fais ce que tu veux. Bonjour Julie, bienvenue. Bon voilà. Ok. Bon, c'est intéressant en tout cas votre discussion, hein, et sur le côté, donc ceux qui voient en replay, vous l'avez à côté de vous. Qui n'utilisent pas l'alignement, ouais. Ok, très bien. Coucou tout le monde en tout cas. Bah, merci d'être là, hein. Il y a 20 personnes sur le live, merci énormément à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Alors, vous avez promis une petite discussion sur les titres numériques. Pourquoi cette discussion? Je vais vous montrer un petit peu ce qui m'a donné envie de parler de ça. Hop, je vais vous cacher à présent le PDF et vous montrer. Pas du tout. C'est ça, voilà. La publication de... je crois que c'est Phil G, hein, c'est Philippe G. Elle est là, voilà. Oh! Attends, Roger, on va pas tout montrer. Alors, Jay Vivas nous disait que ça l'avait un peu gavé, les discussions sur le PDF de Fallout qui n'est pas offert. Vous savez que Fallout, depuis hier, est en précommande chez Arcane Asylum, et que le PDF était payant en plus, en fait. Je me suis validé d'une retranscription des explications de Mathieu Saintou chez Rollis TV. Donc Rollis TV avait interviewé Mathieu Saintou, et qui avait expliqué pourquoi chez lui le PDF c'était pas automatique. Voilà, et la discussion porte sur le prix du PDF, combien ça coûte, et des autorisations pour pouvoir les donner. Ok. Moi, ça m'a donné envie d'en parler un petit peu, et je vais vous montrer un petit peu, voilà. Et ça m'a donné, parce que j'avais envie de parler un petit peu de Pax Elfica aujourd'hui, et ça tombe bien que, du coup, on puisse parler un petit peu du contenu PDF, du contenu numérique, et où on en est un petit peu aujourd'hui. Dernièrement, il y a eu pas mal de débats parce que, effectivement, Arcane a sorti une précommande pour GameLab pour Mutant Year Zero et que le PDF n'était pas offert. Sauf que le PDF a été offert finalement à cause du retard à prévoir. Et ça remet un petit peu le débat sur la position des éditeurs sur le contenu numérique. Si vous avez suivi un petit peu le FITS, notamment les articles, il n'y a plus de papier, vous avez vu que, voilà, c'est pas la priorité des éditeurs, des gros éditeurs, gros, hein, entre guillemets, parce que personne n'est gros, hein, dans le jeu de rôle aujourd'hui. C'est pas la priorité des éditeurs là-dessus, en fait. Donc, hop, je vous mets l'article du dissident, hein, sur l'appui de papier, vous verrez un petit peu. Ouais, bah oui, c'est ça, ils l'ont fait en final. Et c'est un peu...
C'est un peu bizarre parce que tu vois, par mail, il te disait que non, le PDF serait pas offert, et puis 2 jours plus tard, finalement, on vous l'offre. Il te disait bien qu'il ne le ferait pas parce que problème de droit, problème de coût, problème de reverser derrière des droits à Free.io, etc. Puis finalement, ils l'ont offert, tu vois. Donc voilà, ça a un peu fait grincer. Alors moi, je suis pas dedans, j'ai pas pris, donc voilà. Mais voilà, je sais que ça a fait grincer, et c'est pour ça que Jay d'ailleurs en a parlé, parce que il y avait pas mal de plaintes de ce côté-là. Qu'est-ce que voilà. Donc moi je vous présente aujourd'hui, ce que je vous présente là, c'est le pack numérique de Pat Selfika. Qu'est-ce qu'il offre, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur. Ok. Pour vous fassiez une idée. Donc la totale, elle est à 50 euros. Si vous prenez la totale de Pat Selfika en numérique, le PDF du jeu. Tiens, je vais peut-être vous le remettre d'ailleurs. Attendez, bougez pas. Le PDF du jeu. J'ai enlevé le dossier. Hop. Voilà. Si vous prenez le PDF du jeu, avec les fiches de prêt tirées inscriptibles au calcul automatique. Donc le PDF inscriptible. Qui est dans le pack numérique. Le pack du meneur, avec les livrets, signés, etc. Livre d'outils du MJ, les intrigues supplémentaires, les cartes des battle maps et les illustrations des PNJ pour les montrer pour l'immersion, avec les tokens aussi. Hein. Les tokens sont faits et les cartes aussi sont faites hein, pour vos VTT. Ça veut dire que vous avez déjà les cartes, les PNJ et les outils qui sont prêts à être intégrés directement sur Foundry, Let's Roll, Roll20. Hein. Tout est prêt. Tout ça, si vous prenez les deux, ça vous fait un pack à 50 euros. Le pack Selfie 4K. Donc voilà. Tout ça, ça vous fait à 50 euros. Donc pour 50 euros, vous avez tout ça dans le dossier que je vous ai montré. Qui est là. Alors, je vais éviter de trop l'ouvrir parce qu'évidemment, ça peut être un petit peu spoiler, vous le pensez bien. Ok. Donc j'ai évité de trop le montrer. On va ouvrir vite fait, quoi. Donc dans ce pack, il y a quoi? Les aides de jeu, les cartes, les illustrations, les fiches de personnages, l'écran du MJ, les pions, les plans des bâtiments, les plans de l'extérieur, les portraits PNJ, les pré-tirés. Tiens, fiches de personnages et pré-tirés, c'est la même chose ou pas? Björn, Camille, Johanna, ok. Fiches pré-tirées, modèles. Oh là, il y a beaucoup de choses, hein, vous voyez. Les modèles centièmes, les présentations en PDF. Alors ça, c'est pas mal, parce qu'à mon avis, ça doit être... Voilà. Vous voyez, là, vous avez votre... Vous n'avez même pas besoin de diviser votre PDF. Ah bah oui, je suis bête, vous voyez plus le PDF. Ah ah. Attendez, bougez pas, je remets le PDF en une page. Voilà. Évidemment, si je voulais... Voilà. En fait, vous voyez, j'ai ouvert une présentation de perso, et vous voyez que j'ai pas besoin de découper mon PDF pour l'envoyer à mes joueurs, quoi. Pour le renvoyer directement en numérique. Voilà. Donc toutes les fiches de PNJ sont découpées, pour le coup. Voilà. Hop, je vais peut-être faire un affichage en très grandes icônes. Voilà. Hop. Les fiches de Morrigan, etc. Ok. Et les pré-tirés. D'accord, ce sont les illustrations des pré-tirés. Ok, dans le dossier pré-tiré, on a les illustrations de pré-tiré. J'avoue, s'il y a tout le contenu Roll20, ça vaut le coup, ça fait gagner du temps. Ouais, c'est ça que je voulais dire à la fin. On parlera du prix à la fin, du prix du numérique en général, d'ici 4 minutes, on en parle. Donc voilà, vous avez effectivement voilà, les illustrations des pré-tirés. C'est un jeu qui pousse beaucoup à jouer avec les pré-tirés, quoi. Vous avez leurs fiches de personnages qui sont du coup utilisables et dynamiques. Ok. Oui, voilà, vous avez les fiches, maths, etc. Ok. Ok. Alors, je vais vous montrer PDF en une page, un dossier. Je vais faire, voilà. Effectivement, bon, si, je vais refaire une petite... voilà. Ah, effectivement, pourquoi ouvrir avec Adobe? Vous le voyez, hein. Parce que c'est éditable. Vous voyez, là, je suis en train d'écrire dedans. Donc voilà pourquoi il faut ouvrir avec Adobe et pas avec Internet Explorer. Hein. Ouvrez bien avec Adobe ou autre chose, quoi. Vous voyez, le PDF est totalement interactif. Hein. Là, je suis en train de jouer avec... Rosa. Je suis en train de jouer avec Rosa, vous voyez, le PDF est entièrement interactif. Est-ce que je peux corriger ça? Ouais, vous voyez, je peux même changer les caractères, regardez, du PDF. C'est incroyable, hein? Super bien. Ça c'est vraiment génial. Vraiment, c'est super bien d'avoir fait ça, quoi. D'avoir un PDF vraiment interactif. Ça, c'est vraiment top, je suis d'accord, tel-ci. Hein. C'est vraiment top. Voilà, donc toutes les fiches de personnages sont interactives et on peut écrire dedans et elles se mettent à jour automatiquement. Vous voyez, si je passe à 20 de constitution, je vais passer à plus 5. Automatiquement. Vous voyez?
Et là, je passe en maîtrise, voyez. Et regardez quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est la fiche de Pax Elfica. Hein. C'est pas la fiche de Donjon et Dragon 5. C'est la fiche de Pax Elfica. Donc vraiment, super travail là-dessus. Hein. Super travail. Ouais, c'est interactif, c'est jouable. Je suis d'accord avec toi. Il est sur plusieurs pages, vous voyez, on peut, voilà. On peut cliquer sur nos maîtrises. Sur nos sorts, on peut cliquer sur voilà, composantes, elles sont toutes là, etc. Ils sont préparés ou pas préparés, ils sont utilisés. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment top. Caractéristiques magiques, vous pouvez changer. Donc voilà, vous avez un prix tiré, mais qui est entièrement personnalisable. Et, inclusif, hein. C'est bien, hein. Ça va. Vous en remettez. Non, c'est bien, c'est très très bien. Je suis vraiment séduit par ça. Je vous remets le dossier parce qu'on va continuer de l'explorer un petit peu. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on veut dans du contenu numérique? C'est ça la question en fait. La question c'est, aujourd'hui, pour investir dans du contenu numérique, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Pour 50 euros voilà, si on veut investir 50 euros dans le numérique, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'il nous faut? En fait, c'est ça. Que veulent les gens? Que veulent les gens qui jouent en numérique? Je vous pose la question. Inclusivité sur 20, exactement. Vraiment top et tout. Ouais, je suis d'accord avec vous. Voilà, je vous pose la question à vous. Aujourd'hui, quand on joue en numérique, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est ça. Me revoilà. Ah bah t'arrives pile au bon moment, Fred. Qu'est-ce que tu veux, toi, dans du pack numérique? Des maps. Oui, Julie, on veut des maps. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On a ici les plans des bâtiments. Affichage. Très grandes icônes. On a les plans des bâtiments. Ah bah tiens, on va faire l'auberge de l'épée parce que c'est notre rez-de-chaussée. Hein. Elle est là, hein, notre auberge de l'épée. On a les plans des bâtiments. Ok, on peut mettre les tokens dessus, etc. Ok, on a les plans de l'extérieur. Je suis d'accord avec toi. Un truc que je veux, c'est quitte à investir dans du contenu numérique, le premier truc que je veux, c'est les plans. Parce que même si je suis pas quelqu'un qui joue avec les distances, exactement, moi ce que je veux, c'est des plans. Ok. Des musiques, c'est très intéressant ça m'a dit des musiques. Eh ben sache qu'il y a effectivement des campagnes qui font des partenariats, par exemple avec Michael Delphi, pour avoir des musiques avec leur campagne. Et c'est une très bonne idée, pourquoi pas. Map, aide de jeu, pré-tiré, ce que font les 12 singes. Oui, mais tu spoil, Fred. Manitou, tu spoil. Les portraits des PNJ. Alors, je vais pas passer longtemps parce que j'ai pas envie de spoiler, mais vous voyez, vous en avez vraiment 71 portraits de PNJ. Portraits des pré-tirés. On a les fiches qui sont éditables, du coup. Pour les différents styles de jeu. 5ème et clé en main. Vous voyez, ils sont là. Hein. 5ème et clé en main, ils sont là. Les aides de jeu qu'on peut importer directement dans Roll20, alors, ou dans tous les autres. Alors, je passe rapidement parce que, vous voyez, j'ai pas envie de vous spoiler, mais il y en a, d'accord? Les avis de recherche, des gravures, etc., des indices, des choses de là, c'est là. Ça évite d'attendre les feuilles reversées Roll20, c'est cool, 500 à chaque... Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi, ça évite de devoir attendre la sortie de Roll20. Rebonjour, 10, j'espère que t'as bien mangé. Les illustrations du jeu, elles sont là, vous voyez. Je mets pas en grand parce que j'ai peur de spoiler, je suis désolé, mais je vous montre au moins, elles sont là. Toutes les illustrations du livre de base, elles sont là. Elles sont fournies, ça permet voilà, de les importer directement sur le VTT. Des tokens en couleur en noir et blanc. Vous voyez, il y a le token vierge, où vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, en rose, en orange, en jaune, en bleu, voilà, jaune devant, marron derrière. Le rose est magnifique. Voilà, il y a les tokens, ça je peux agrandir à la limite, c'est pas spoil, voilà. Vous avez les tokens que vous pouvez importer sur votre GIMP, qui est gratuit, par exemple. Tout élément qui est sur Roll20 est compatible et illustré par la campagne. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Voilà, du décor, maison, pièce, paysage. Ouais, c'est ça, tu veux des cartes d'anima, hein, tu veux de l'illustration, hein, c'est ça. Là, pour l'instant, pour agrémenter votre fenêtre de jeu, vous avez du coup les tokens, qui sont là, PNJ par faction, d'accord? Ils sont déjà tous prêts, hein. Je spoil pas encore une fois, mais ils sont tous prêts. Vous avez votre modèle de token, si vous voulez les faire vous-même, si vous créez vos persos vous-même, et les pré-tirés qui sont déjà prêts. Pré-tirés qui peuvent faire des PNJ. N'oubliez pas, si vous n'utilisez pas. Ils sont aussi en noir et blanc, vous avez vu. Donc les tokens sont prêts. Les maps sont prêtes. Les illustrations sont disponibles en couleur. Les plans, raté. Les plans sont prêts. Les portraits sont prêts. Les pré-tirés, mais bon voilà, c'est pas non plus. Mais après les pré-tirés, si vous les importez sur Miro, il me semble que Miro gère le côté PDF éditable. J'adorerais des... Ah là, ok. Voilà, je vais rejoindre ton petit point, Maddy, c'est exactement ça pour moi aussi. Vous avez le guide du joueur, le livre de base, le casting de PNJ, dont je vais pas l'ouvrir parce que spoil, hein, mais vous avez pour les MJ des castings de PNJ, le résumé des intrigues pour les MJ, l'aide de jeu de la région pour le MJ,
et les outils inscriptibles. Ça, par contre, je vais vous le montrer, parce que ça, j'ai adoré. Voilà, c'est ça. Vous avez des PDF inscriptibles. Pour tenir au juste ce qui se passe, en fait. Vous voyez? C'est ça, quand je vous disais de bien tenir à jour, c'est de bien marquer qu'est-ce qui se passe dans votre campagne, en fait. D'écrire ce qui se passe jour 1, semaine 9, semaine machin, voilà. Il s'est passé ça, les PNJ, on en est là, je coche, je décoche, il est mort, il est pas mort. Il y a le PDF qui est prêt pour faire ça. Et je le cache. Donc voilà. Je trouve ça vraiment incroyable. Bon voilà. Un exemple, ouais, une superbe, voilà. J'adorais les récits d'intro. Voilà, genre KFR. Ouais, voilà. Si vous avez des retours sur les fiches éditables, le contenu numérique en général, ou des choses que vous voudriez voir dans un pack numérique, faut pas hésiter à en parler sur le Discord des 12 singes. Oui, Welgan. Même si on peut pas forcément tout mettre en place en entendant... Oui, voilà, c'est ça que je voulais venir. C'est que chez les 12 singes, Welgan, tu me corrigeras si j'ai faux, mais vous avez quelqu'un qui est dédié maintenant pour la création numérique, en fait. Ok? Donc, c'est super important pour eux de leur faire de la visibilité et de leur faire des retours, parce que on est beaucoup à se plaindre que le contenu numérique il est un peu délaissé. Mais voilà, maintenant qu'on a des... oui, ma puce, 2 secondes, j'ai bientôt fini. Ah, intrusion de Pokémon. Maintenant qu'on a une maison d'édition qui prend les choses en main, je trouve ça super de les mettre un petit peu en avant, et c'est pour ça que je voulais faire ce live aujourd'hui, c'est pour leur montrer un petit peu ce qu'ils font, faire un petit peu de pub et montrer que ça existe, parce que voilà, il faut que ça marche. Donc c'est génial. Oui, effectivement, n'hésitez pas à aller sur leur Discord. Est-ce que votre Discord, Weldan, il est sur votre site? Au pire des cas, je pense que je peux générer un lien d'invitation, je vais voir. Voilà. Je vous mets le lien d'invitation chez les 12 singes. Donc n'hésitez pas à leur faire un retour sur le numérique, est-ce que vous voulez. J'en viens effectivement à ce que voulait Maddy, effectivement, un truc qui a été fait par les éditeurs de Night, que j'ai beaucoup aimé, c'est le contenu audio. Les ordres de mission qui ont été doublés à l'avance, la musique qui a été faite, ça coûte beaucoup d'argent, je suis d'accord. Donc, c'est un investissement et on peut pas tout faire. On peut pas avoir payer quelqu'un pour faire la fiche sur Roll20, payer des gens pour faire des cartes, faire des PDF éditables, payer quelqu'un pour faire de la musique. Évidemment, ça demande d'avoir des reins assez solides, mais voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent plaire dans le contenu numérique. Un contenu numérique, c'est pas juste offrir le PDF. C'est aussi des PDF qui sont faits pour être lus sur tablette, c'est aussi des PDF qui ont des liens cliquables pour aller plus vite. Ce sont aussi des fiches de personnages qui sont automatisées, ce sont aussi des cartes, des maps, des tokens. Ce sont aussi des gens qu'on peut payer pour faire des systèmes sur les VTT. Donc voilà, quand on parle de contenu numérique, et c'est là que je voulais en venir, cette discussion, c'est aussi aller plus loin que juste un PDF en fait. Et c'est ça qu'on demande aussi, je pense, beaucoup. C'est ça que fait très bien Freya. Après, je suis totalement d'accord avec le fait que les éditeurs US, anglais ou Freya, ils touchent un public qu'on ne touche pas en France. Ils ont un nombre de ventes qui n'est pas comparable avec ce qu'on fait en France. Ils ont une trésorerie qui n'est pas comparable. Je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que quand un éditeur met l'accent sur le numérique, nous on le met en avant. Et il faut le mettre en avant. Voilà. Parce qu'on sait très bien que c'est pas quelque chose qui est encore entré dans la consommation française, ou québécoise, ou belge, ce que vous voulez, hein, francophone, et que du coup, que ça va finir par venir, mais que du coup, quand on a les prémices, il faut les mettre en avant, et quand on a du taf là-dessus, il faut le mettre en avant. Sinon, le lien est effectivement sur les sites et dans le numérique, on a la bannière qui défile à l'accueil. Très bien, je vais vous remettre un lien vers les 12 singes. Parce que voilà. Donc voilà. Moi, je suis vraiment conquis par ce pack numérique. Parce que pour le prix du livre en physique, j'ai quand même énormément de choses super intéressantes. Parce que voilà, pour 50 €, je vous le redis, hein, on a finalement le livre en numérique, les aides de jeu MJ, les tokens, les PDF, les maps, les fiches éditables, en noir et blanc, en couleur, hein, pour les tokens, les images. On a tout le matos vraiment pour travailler là-dessus. Et le MJ, il a tout, en fait, tout est déjà décortiqué pour le MJ. On a pas mal d'aides de jeu pour le MJ, sur les PNJ, sur les lieux, etc. Donc voilà. C'est un pack qui me plaît beaucoup. Vraiment, je voulais qu'on le mette en avant, qu'on en parle un petit peu. Je vous ferai un retour une fois que je l'aurai utilisé un petit peu. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui me plaisent énormément à l'intérieur. Franchement, si j'ai un éditeur qui me demande de poser ma voix sur un test d'intro, je signe direct et gratuitement. Attention avec le gratuitement, le chat. Tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire. Même si aujourd'hui, le salaire dans le JDR, c'est souvent des petits partenariats, etc. On t'envoie des choses. Mais voilà, tout travail mérite salaire.
Donc voilà, je suis vraiment content de ce que fait les 12 singes. Et comme je disais, c'est pas forcément facile de le trouver, dans le sens où c'est sur la plateforme. Je vais vous remettre l'internet. C'est sur la plateforme de Lemon, hein. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais un peu en parler, qu'au moins ce soit marqué que ça existe. Et au moins téléchargez le pack du joueur et vous verrez très vite si ça vous plaît. Et en plus, les fiches pré-tirées automatiques, elles sont livrées avec ça, quoi. Donc c'est génial, quoi. La reconnaissance éternelle, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de créateurs de contenu, APO, qui seraient contents d'avoir des partenariats et pas forcément financiers. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment, hein, bien sûr. Ce serait du travail, c'est du plaisir. Évidemment, c'est du plaisir. Donc voilà, mais le petit message à faire passer, hein, que je voulais faire passer, et on a un salaire. Et que, voilà, que je vois aussi que vous mettez dans les commentaires, c'est, on sait que les PDF, c'est de l'argent, on sait qu'un PDF, c'est pas gratuit. On le sait. On sait qu'un PDF, c'est juste le travail qu'a produit les auteurs, les illustrateurs, le maquettiste. Donc on sait qu'un PDF, ça coûte de l'argent. Il n'y a aucun problème là-dessus. En fait, ce qui est un peu ennuyant, c'est quand voilà, le PDF est ressorti, toute la moitié du livre de base, et que c'est juste un PDF en fait, et que on n'a pas non plus, ou que dans un projet de financement participatif, il y a des choses à faire avec le numérique en fait. Dans un financement participatif, débloquer des tokens, débloquer des maps, c'est un super palier de financement. N'hésitez surtout pas à le faire, et surtout quand le contenu existe, n'hésitez pas à aller le voir et à le soutenir. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Une autre édition, en fait. Enfin, un livre numérique, une autre édition. Ok. C'est ça, oui, c'est un livre numérique. C'est une autre édition. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'un PDF, ça coûte. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Et je suis tout à fait prêt à comprendre aussi que, voilà, c'est pas parce qu'on précommande un livre qu'on a le PDF gratos, parce que, derrière, il y a des royalties à payer. Je suis totalement ouvert à l'entendre. Moi, ce qui me posait plus de soucis, c'est, voilà, c'est le retour quand on dit que le numérique, ça n'a pas d'avenir parce que le numérique, si on le développe, ça va tuer le JDR sur table. Voilà. Non, 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 ça se développe, il y a un marché pour ça. Et c'est pour ça que je disais que voilà. Je vous montre ça parce que il y a un marché pour le jeu de rôle numérique, mais en même temps, il faut que ce marché, il s'en saisisse en fait. Parce que si les tentatives des maisons d'édition, aussi grosses soient-elles, se soldent par des échecs dans le numérique, ben ça va pas forcer les autres à s'y mettre en fait. Ça va pas montrer que ça mérite de s'y mettre. Voilà. Un orgasme en PDF. La ville en jaune. Oui, voilà, merci au chat. De très bon retour, la ville en jaune des 12 singes. C'est vrai que tu nous as parlé en off, hein, que il y a eu beaucoup, beaucoup de contenu. Et des gens comme toi, au chat, qui jouent uniquement en numérique, en distanciel, bah voilà, c'est génial, quoi. Bon, voilà. Voilà, 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 voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère en tout cas que ça va donner envie de découvrir ça. Ou au moins de découvrir le catalogue des 12 singes, hein, parce qu'ils ont un super catalogue numérique. Vous voyez, hein. Donc voilà, allez regarder un petit peu ce qui se fait. Si vous n'êtes pas fan du virtuel, eh ben c'est pas grave, parce que ce que je vous ai lu là, ben c'est aussi utile pour jouer à PAX en réel. Donc c'est pas du tout un souci. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir pu faire ce live, d'avoir pu en parler. Et merci en tout cas de m'avoir suivi, et merci en tout cas pour votre enthousiasme dans le chat pour tout ça. Donc on a retenu que qu'est-ce qu'on veut pour du contenu numérique, si vous tombez sur cette vidéo, des aides de jeu en images qu'on puisse intégrer facilement à nos VTT, ou des aides de jeu pour les MJ. On veut des cartes, des plans, d'accord, intérieur, extérieur, les illustrations du livre, histoire qu'on n'ait pas à les détourer pour aller les chercher. Par exemple sur Night, j'étais obligé d'aller chercher avec l'outil capture toutes les illustrations du livre de base pour pouvoir les mettre à mes PJ en fait. Donc c'est sûr que quand les illustrations sont déjà découpées, bah c'est un plus en gain de temps quoi. L'écran du MJ, les fiches de personnages, les pions, les portraits, les pré-tirés, et après tout ce qui peut être un petit plus, ça peut être le côté un petit peu cross-média quoi. Ça peut être des vidéos de présentation de l'univers, des musiques, des trucs un petit peu doublés, voilà. Moi en tout cas, je suis très très hypé pour. On avait parlé d'un petit partenariat avec les 12 singes, hein, donc moi je vais m'y tenir. Hein, je leur ai proposé de faire une petite vidéo pour introduire à l'univers de PAX. Donc voilà, je vais continuer à lire un petit peu tout ça, et je ferai une petite vidéo pour introduire, pour expliquer un petit peu l'univers de PAX Elfica, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que le joueur a besoin de savoir avant de commencer. Donc voilà. Si tu as Photoshop, tu voudrais dire un PDF dedans plutôt que de stream des pages. Je n'ai pas Photoshop. Je suis trop nul. J'ai le niveau 0 du montage. Vous voyez mes miniatures, hein, c'est le maximum que je peux faire.
C'est un plaisir de travailler sur la ville en jaune. Ok, bah super Weldon, ça fait plaisir de savoir que... Bah c'est cool Weldon d'avoir... Bah tu vois, je suis très content de Weldon que tu aies eu un retour de quelqu'un qui a aimé. Donc super, hein, Olchad, et merci pour le retour que tu as pu faire. Ce sera un plaisir à masteriser. Ça me fait plaisir de voir autant de, de bonne humeur et de gentillesse dans le chat. Ah ok, non mais je vais m'y mettre, disent, il faut que je m'y mette, hein, de toute façon, hein, c'est le niveau supérieur, quoi. Donc voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, il faut qu'on termine parce que je vais bientôt dépasser d'un quart d'heure. Donc, ce que je voulais vous dire avant qu'on termine, c'est merci énormément d'avoir été encore une fois aussi nombreux et nombreuses à suivre ce stream. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous plaît aussi en rediffusion. En tout cas, cette petite lecture découverte de Pax Elfica. Moi, je vais continuer dessus. Je vais faire une vidéo, voire même peut-être même plusieurs dessus. On verra. C'est sûr, je vais en faire au moins une pour présenter l'univers. N'oubliez pas ce soir, DO et débat sur Twitch et YouTube, la petite pause JDR sur l'amour dans le jeu de rôle. N'oubliez pas, c'est à 21h. Également, n'oubliez pas, on se retrouve demain, parce que nous, c'est tous les jours. Hein, on se retrouve demain, mercredi 16, demain à 14h. J'espère que t'es chaud, Manitou, parce qu'on sera tous les deux pour faire un haut tableau. Je sais que l'horaire est pas facile, c'est pas grave, il sera en replay sur YouTube. Mais demain, à 16h, on se retrouve pour faire une présentation critique de Feng Shui 2. Pourquoi? Parce que, je vous l'avais déjà dit, mais jeudi, on se fait une petite partie de Feng Shui 2 sans MJ en duo avec Manitou. Donc voilà, on vous présente un petit peu le jeu mercredi pour y jouer jeudi. Ne vous inquiétez pas, je m'y engage, j'ai déjà commencé à mettre rapidement le replay de chaque Twitch sur YouTube pour que vous puissiez le rattraper. Vu qu'on n'est pas encore partenaire ou affilié, on a le droit de le mettre tout de suite sur YouTube. Merci à tout le monde d'avoir été là, en tout cas. Merci à toutes celles et ceux qui ont animé le live. Et je suis très content parce qu'à un moment donné, vous avez discuté entre vous. J'avais même plus besoin d'intervenir et moi, ça me fait trop plaisir de voir ça. Oui, ça fait plaisir d'avoir des retours et c'est cool que vous puissiez faire des retours à l'éditeur directement. N'hésitez pas à aller sur leur Discord, hein, en tout cas. Moi, vraiment, je suis content d'avoir pu parler de SPAC et d'avoir pu commencer à le présenter et de montrer que ça existe, en tout cas, et peut-être attirer la curiosité là-dessus. On va terminer par un petit raid. Alors, j'ai pas du tout ouvert mon Twitch, mais on va terminer par un raid. On va aller raid une autre petite chaîne. Merci Chichi hein, d'être venu, d'être abonné, d'avoir discuté. Voilà, c'est les petits formats qu'on développe. Donc demain, on va faire une discussion sur Feng Shui 2, une présentation du jeu. Jeudi, on fait un petit actual play en duo sans MJ, donc en impro sans MJ. Vendredi, on fera une petite discussion sur les malfrats dans le JDR à 8h avant l'actual play de Blade in the Dark à 21h. Donc, si t'aimes le format discussion, on s'en fait un de 20h à 21h. Samedi, mais c'est avec le feu. Samedi à 17h, on se fait une écriture partagée sur Morphling, le jeu que je suis en train d'écrire. J'ai besoin de vous pour avoir des idées. Et vous serez crédité dans le bouquin, il n'y a aucun problème. Vous serez pas payé, mais vous serez crédité. Hein, la passion, évidemment. Donc, n'hésitez pas à venir si vous aimez les petits formats discussion. Voilà. Blade, c'est le feu. Non, Blade, c'est génial. J'adore ce jeu, quoi. J'adore vous regarder jouer. Merci en tout cas pour vos retours. Dimanche, on fait Donjons et compagnie. Et pour répondre aux questions qu'on m'a posées, on démarre une toute nouvelle campagne. Certains gardent leur PJ et il y aura des nouveaux personnages. Voilà. La passion. Et c'est Manitou qui sera le MJ pour dimanche. Alors... J'ai aucun des chaînes que je suis qui est actuellement en live. Je vais regarder un petit peu qui c'est dans la catégorie JDR. On fait le live et on quitte. Alors... Hop, catégorie JDR. Si vous avez une chaîne que vous voulez mettre en avant, n'hésitez pas. Hein. Hop, pendant ce temps-là. Comme ça, j'envoie un petit peu les présents à voir la suite. Merci, c'est gentil. Pizzi pour le raid. Il est sur Div Wars 2, mais il faudra JDR des livres de lecture. Ok, et parfait. On va y partir sur Pizzi. Donc je crois que c'est /raid espace Pizzi, c'est ça, hein, il me semble. /raid espace Pizzi. On va voir si ça marche. Je vais déjà tenter comme ça. Voilà. On va lancer le raid. Moi, je vous remercie énormément. Je vous dis à demain. Merci 1000 fois d'avoir été là et de m'avoir supporté, de m'avoir soutenu. Ça me touche énormément. Passez une bonne soirée. Et le raid va être lancé maintenant. Merci énormément. Je vous adore.